on estime à environ 1,4 milliard de kilomètres cubes la totalité de l'eau présente sur Terre. Et la très grande majorité de cette eau, 1,3 milliard de kilomètres cubes, c'est-à-dire 97,4%, eh bien, c'est de l'eau liquide, mais salée, stockée dans les océans. Le reste est pour l'essentiel stocké sous forme solide dans les calottes de glace, 2%. Et donc il reste un tout petit peu d'eau liquide, qui est douce cette fois-ci, 0,6% de la totalité d'eau présente sur Terre. Et cette eau est stockée en fait au niveau des continents, majoritairement dans les pores des formations géologiques, 0,58% très exactement. Et donc, les eaux douces superficielles des lacs et des rivières ne constituent en fait que 0,02% de la totalité de l'eau présente sur Terre. Pour finir, le volume stocké sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère, lui, est quantité totalement négligeable. Alors, ce qu'on va retenir de ce premier schéma, eh bien, c'est que l'essentiel de l'eau présente sur Terre, c'est de l'eau salée océanique, la très grande majorité, et que l'eau douce continentale, celle à laquelle on va avoir recours pour vivre en fait, eh bien, cette eau douce continentale est essentiellement stockée dans les pores des roches, c'est-à-dire dans des réservoirs souterrains. Alors, l'eau qui est capable de changer de phase dans des conditions de pression et de température présentes à la surface de la Terre, on l'a vu, eh bien, va circuler entre ces réservoirs. Au-dessus des océans, l'évaporation va transférer de l'eau vers l'atmosphère, environ 425 milliers de kilomètres cubes chaque année. Et en retour, l'eau condensée dans les nuages va précipiter pour environ 385 000 km3 par au-dessus des océans. Vous remarquerez qu'il y a une différence de 40 000 km3. Les précipitations ne compensent pas complètement l'évapotranspiration, enfin l'évaporation au-dessus de l'océan. Au-dessus des continents, eh bien, l'évaporation transfère 71 000 km3 d'eau vers l'atmosphère annuellement, et en retour, les précipitations apportent 111 000 km3 d'eau. Il y a également une différence de 40 000 km3, mais cette fois-ci en faveur des précipitations. En d'autres termes, le surplus d'eau évaporé au-dessus des océans est en fait précipité au-dessus des continents. Pour boucler le cycle, il faut redonner ces 40 000 km3 à l'océan, et c'est donc le rôle de l'écoulement continental. On a donc devant nous une gigantesque distillerie. Chaque année, 40 000 km3 d'eau douce sont produits à partir de cet énorme réservoir océanique, et puis apportés à la surface des continents, et enfin redonnés à l'océan par écoulement gravitaire. C'est en fait une magnifique usine de production d'eau potable, autorégulée, et qui plus est, marche à l'énergie solaire. Alors le job des hydrogéologues et des hydrologues, eh bien, c'est de se focaliser sur la partie continentale de ce cycle, de comprendre comment ces 40 000 km3 apportés chaque année alimentent les réservoirs souterrains et y circulent, ou bien ruissellent à la surface des continents, et comment, in fine, le débit des cours d'eau est régulé par ces circulations superficielles et souterraines. Alors, la notion de bassin versant permet de définir un concept extrêmement important qui est le concept de bilan hydrologique. Les eaux de pluie réceptionnées par le bassin versant vont en fait soit être évapotranspirées vers l'atmosphère, soit s'écouler à la surface du bassin versant vers l'exutoire, ou bien encore s'infiltrer pour recharger les nappes et in fine se retrouver également à l'exutoire. En l'occurrence, le débit observé à l'exutoire du bassin versant reflète l'ensemble des processus de drainage et d'évaporation des eaux de pluie au niveau du bassin versant. Sur une année hydrologique, on va pouvoir faire le bilan suivant. Le débit total grand Q, mesuré à l'exutoire du bassin versant, est égal à la différence entre la quantité d'eau précipitée grand P et la quantité d'eau évapotranspirée grand E. On va affiner ce bilan hydrologique élémentaire en considérant le fait que
d'une année sur l'autre, le bassin versant peut stocker ou déstocker de l'eau, soit au niveau des réservoirs superficiels, donc c'est ce qu'on appelle le stock d'eau superficiel RS, des lacs par exemple, soit au niveau des réservoirs profonds, RP, essentiellement des nappes d'eau souterraines. Donc il faut imaginer qu'au niveau de ces réservoirs, encore une fois ils peuvent être superficiels ou profonds, eh bien on peut avoir des variations de stock. Typiquement des variations de niveau d'eau dans le lac par exemple. Alors on va introduire, pour tenir compte de ça, on va introduire dans le bilan ces variations de stock, qu'on appelle delta RP et delta RS. Et ces variations de stock seront négatives s'il y a stockage pendant l'année hydrologique, et elles seront positives s'il y a déstockage pendant l'année hydrologique. Enfin, on prend en compte également la possibilité que le bassin versant ne soit pas complètement étanche, c'est-à-dire qu'il perde ou qu'il gagne de l'eau. Il peut perdre ou gagner de l'eau, notamment par circulation souterraine vers ou depuis des bassins versants voisins. On introduit donc dans l'équation un terme de gain petit g qui est positif et un terme de perte petit p qui est négatif. Voilà, on a une équation bilan complète cette fois-ci qu'on appelle le bilan hydrologique. C'est l'outil conceptuel de base pour tout gestionnaire de l'eau sur un bassin versant qui lui permettent de comprendre ce que devient l'eau de pluie dans le bassin versant une fois qu'elle a été réceptionnée par celui-ci. On va se focaliser maintenant sur les écoulements. Que deviennent en fait les eaux de pluie qui ne sont pas évapotranspirées à la surface du bassin versant? Comment finalement atteignent-elles l'exutoire? On sait qu'elles s'infiltrent ou qu'elles ruissellent à la surface, mais on va préciser un petit peu tout ça. Voici un bloc diagramme en coupe qui va nous aider à comprendre un petit peu tout ça. Les eaux de pluie qui arrivent à la surface du bassin versant vont donc pour partie être évapotranspirées, ça on le sait déjà, et le reste va alors se répartir en 3 écoulements potentiels. Premier écoulement, l'eau peut en fait ruisseler directement à la surface du sol, notamment lorsque ce sol est relativement imperméable, et donc rejoindre rapidement le cours d'eau. C'est ce qu'on appelle le ruissellement superficiel. L'eau peut également s'infiltrer dans le sol, où elle peut éventuellement être prélevée par les plantes et à nouveau être retournée à l'atmosphère par la transpiration de ces plantes. Mais surtout, cette eau infiltrée peut circuler latéralement sous la surface du sol et gagner le cours d'eau. C'est une circulation qui a lieu dans la zone non saturée, et c'est ce qu'on appelle le ruissellement hypodermique ou ruissellement de subsurface. Il faut imaginer que cette circulation a lieu peut-être sous à une quarantaine ou une cinquantaine de centimètres de profondeur, rarement plus. Enfin, une partie des eaux va s'infiltrer encore plus profondément vers l'aquifère et les nappes d'eau souterraines, et va circuler dans l'aquifère, et on sait déjà que ces nappes d'eau souterraines se vidangent dans le cours d'eau. Cet écoulement, donc, qui rejoint les nappes d'eau souterraines pour aller ensuite se vidanger dans le cours d'eau, cet écoulement est appelé écoulement profond. À tout moment, le débit du cours d'eau est constitué de la somme de ces 3 écoulements. Le ruissellement superficiel ES, plus l'écoulement hypodermique EH, et enfin l'écoulement profond EP. On ajoutera en complément que le ruissellement superficiel est dit rapide, c'est-à-dire en fait qu'il arrive au cours d'eau très rapidement, au maximum quelques heures après la fin de l'événement pluvieux. L'écoulement hypodermique, lui, il est un petit peu plus lent parce qu'en fait, il doit traverser une partie de la zone non saturée et en fait, son cheminement est freiné par les particules de sol. Et donc, il est plus lent, mais il reste quand même connecté à l'événement pluvieux et on estime généralement qu'il arrive au cours d'eau au maximum 24 à 48 heures après la fin de l'événement pluvieux. Et on nomme l'écoulement hypodermique, on le nomme également écoulement semi-retardé.
Enfin, l'écoulement profond, lui, il est plus ou moins déconnecté de la pluie, avec une contribution au cours d'eau qui peut être décalée parfois de plusieurs mois. Et donc, on va parler d'écoulement retardé. Alors, on peut avoir une vision double de ces trois écoulements. Leur localisation spatiale, donc écoulement de surface, de subsurface, écoulement profond, ou leur relation temporelle à l'événement pluvieux, rapide, semi-retardé, retardé, donc relation qui peut être plus ou moins étroite. Voici l'hydrogramme de la Saône à Pagny pour les années civiles 2018-2019. En bleu foncé, les valeurs journalières, et les barres en bleu clair sont les valeurs moyennes mensuelles. On voit que les débits journaliers peuvent varier très fortement, entre une quinzaine de mètres cubes au plus bas et plus de 1000 mètres cubes par seconde lors de la crue de janvier 2018 notamment. On identifie des périodes de hautes eaux hivernales et printanières qui sont composées de crues successives et qui alternent avec des périodes de bas niveau estival qu'on appelle des périodes d'étiage. La fin de la phase d'étiage est marquée par ce qu'on appelle la reprise de l'écoulement. Pour terminer, on appelle année hydrologique le temps écoulé entre deux reprises d'écoulement. La durée d'une année hydrologique peut évidemment varier selon les années et les régions. En France, on convient que l'année hydrologique dure 12 mois et débute en octobre.